Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel. Dans le précédent épisode, nous avons découvert comment créer une page web dynamique hébergée sur un ESP32, permettant d'afficher et de contrôler du contenu depuis un simple navigateur. Aujourd'hui, nous allons pousser l'expérience plus loin en mettant en place une communication asynchrone grâce à WebSocket. Alors concrètement, nous allons réaliser un programme sur le ESP32 qui gère un compteur s'incrémentant automatiquement toutes les secondes. Ce compteur sera transmis en temps réel à la page web, sans avoir besoin de recharger. Cela veut dire que dès que le SP32 mettra à jour la valeur, cette dernière apparaîtra immédiatement sur la page, offrant ainsi une interaction fluide et instantanée avec notre microcontrôleur. Alors dans ce tutoriel, vous allez apprendre quoi? Eh bien, configurer et utiliser le WebSocket sur le SP32, mettre en place une page web réactive capable de recevoir des données sans rafraîchissement, et comprendre la différence entre la communication classique en HTTP, où il faut souvent recharger la page, et une communication asynchrone et bidirectionnelle avec WebSocket. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de rendre vos projets connectés bien plus dynamiques, réactifs et interactifs. Alors que vous souhaitiez afficher des mesures de capteurs, interagir avec des actionneurs ou créer une interface utilisateur plus agréable, eh bien cette technologie vous ouvrira de nombreuses possibilités. Allez, c'est parti, restez bien jusqu'au bout car nous allons décortiquer chaque étape, chaque ligne de code, afin que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement des WebSockets et l'appliquer ensuite à vos propres réalisations. Mais pour ça, on va passer déjà par une série de questions passées par nos deux invités. Pourriez-vous m'expliquer la différence fondamentale entre une requête HTTP traditionnelle et une connexion établie via un WebSocket, en détaillant la manière dont chacune fonctionne, ainsi que leurs implications respectives sur l'échange de données? Alors, la différence fondamentale entre une demande HTTP classique et une demande de connexion WebSocket tient à la nature même du protocole et de la relation entre le client, qui est le navigateur, et le serveur. Prenons le cas d'une demande HTTP classique. Ce type de communication repose sur un modèle bien défini, celui de la requête-réponse. Concrètement, le client, qu'il s'agisse d'un navigateur ou d'une autre application, envoie une requête au serveur. Ensuite, il attend patiemment une réponse. Une fois cette réponse reçue, la communication est considérée comme terminée, sans aucune persistance dans la relation entre le client et le serveur. Mais alors, qui prend l'initiative dans cette communication? C'est toujours le client qui en est à l'origine. Le serveur, de son côté, reste passif. Il ne peut pas envoyer de nouvelles informations de manière spontanée. Toute interaction ultérieure nécessite une nouvelle requête initiée par le client. Ça montre bien que, dans ce modèle, le serveur ne peut agir qu'en réponse directe à une demande explicite. Parlons maintenant de la nature même du protocole HTTP, qui repose sur un fonctionnement historique, sans état. Chaque requête est indépendante des autres, ce qui signifie que le serveur ne conserve aucune mémoire des interactions précédentes. Après avoir répondu à une requête, il peut immédiatement fermer la connexion. Si le client a besoin d'obtenir une nouvelle information, il doit recommencer tout le processus en envoyant une autre requête. Voyons maintenant le cas d'une demande de connexion WebSocket. La mise en place de cette connexion commence par une requête HTTP particulière, appelée Upgrade request. Oui, c'est bien ça. En fait, le client envoie une requête HTTP standard, mais demande au serveur de mettre à niveau la connexion pour passer au protocole WebSocket. Si le serveur accepte, la connexion passe de HTTP à WebSocket. C'est un changement de protocole sur la même connexion TCP. Une fois établie, la communication n'est plus du HTTP, mais du WebSocket. Une fois la négociation initiale terminée, le WebSocket établit une connexion bidirectionnelle et sa persistance qui en découle. Cela signifie que, contrairement à une communication HTTP classique, cette connexion est active dans les deux sens et reste ouverte tant que l'une des deux parties ne décide pas de la fermer. Avec cette connexion, plusieurs avantages apparaissent immédiatement. Le serveur peut envoyer des données au client spontanément, sans attendre qu'une nouvelle requête soit émise. Le client, de son côté, peut également transmettre des informations au serveur, à tout moment et sans interruption. Cette connexion est qualifiée de full duplex, car les échanges peuvent se faire simultanément dans les deux sens, de manière fluide et continue. De plus, aucun rechargement de page est nécessaire. Le client reçoit des données en temps réel, sans avoir besoin de rafraîchir ou de gérer une nouvelle requête. En résumé, le protocole WebSocket permet une communication asynchrone et réactive, idéale pour les applications en temps réel, où la fluidité et l'interactivité sont essentielles. C'est grâce à cette architecture que le serveur peut pousser des données dès qu'elles sont prêtes. Dans le cadre de l'utilisation des WebSockets,
peut-on utiliser le port 80, qui est souvent utilisé pour le serveur HTTP classique? Si ce n'est pas possible ou recommandé, quel numéro de port peut-on utiliser pour les WebSockets, comme le port 81 ou le port 443? Et pourquoi choisir un port spécifique dans chaque cas? Alors pour répondre à cette question, examinons tout d'abord le port 80, qui est le choix classique pour les communications HTTP. Dans un serveur traditionnel, ce port est utilisé pour transmettre des pages web aux clients via les requêtes HTTP classiques. Naturellement, on pourrait penser que ce même port peut être partagé entre HTTP et WebSocket, mais cela présente quand même un défi technique. Les WebSockets commencent effectivement par une requête HTTP standard sur le port 80 pour effectuer ce qu'on appelle une négociation initiale. Une fois cette étape terminée, la connexion passe du protocole HTTP au protocole WebSocket. En théorie, il est donc possible de faire cohabiter un serveur HTTP et un serveur WebSocket sur le même port. Mais en pratique, cela nécessite une gestion beaucoup plus avancée. Pourquoi? Parce que le serveur doit être capable de distinguer une requête HTTP classique, pour servir une page web, d'une requête destinée à établir une connexion WebSocket. Cette gestion simultanée ajoute une complexité inutile dans la plupart des cas. C'est pourquoi, dans notre tutoriel, nous avons choisi le port 81 pour le WebSocket. Ce port est distinct du port 80, utilisé par le serveur HTTP. Cette séparation permet de simplifier la configuration en affectant clairement chaque type de communication à son propre port. Le port 81 est souvent utilisé dans les environnements de test ou pour des projets locaux, car il est facile à configurer et largement compatible. Mais que se passe-t-il si l'on souhaite une connexion sécurisée? Et c'est là qu'intervient le port 443, utilisé pour les communications chiffrées, que ce soit pour le HTTPS ou le WSS. Le port 443 garantit que les données échangées entre le client et le serveur sont protégées, contre les interceptions par exemple. Mais il impose une configuration plus avancée. Il faut gérer ou acquérir un certificat, et le gérer au sein de l'ESP32, ce qui consomme des ressources et demande des connaissances supplémentaires. En fait, en résumé, voici comment choisir un port en fonction de vos besoins. Port 80. Possible pour les WebSockets en partageant avec le HTTP, mais ça ajoute une complexité au niveau de la gestion. Le port 81, pratique pour séparer le HTTP et le WebSocket, idéal en environnement local ou pour des projets éducatifs. Le port 443, indispensable pour les connexions sécurisées, bien que plus complexe à mettre en œuvre. Ainsi, le choix du port dépend du contexte, simplicité et clarté pour un usage local, ou sécurité renforcée pour le déploiement sur Internet. Cette flexibilité est l'un des atouts du protocole WebSocket. Passons maintenant au test du code. Vous constaterez que ce test sera relativement rapide, car nous ne sommes pas attardés sur l'aspect visuel ou la présentation de la page web. Notre objectif principal, je vous le rappelle, aujourd'hui est de comprendre et de mettre en œuvre le principe de protocole de communication. Alors, là, nous avons notre page web, la valeur du compteur, un compteur qui s'incrémente. Regardez, je suis à 451. Je passe à un autre onglet, on va attendre un peu. On relance aussitôt, tac, et continuer à défiler. Alors, que peut-on constater? Eh bien, les chiffres ont continué à s'incrémenter et sont automatiquement mis à jour à mon retour. Qu'est-ce que ça signifie? Ça montre que WebSocket fonctionne en tâche de fond, même lorsque l'onglet n'est pas actif. La connexion entre le navigateur et le serveur reste ouverte, et le serveur continue à transmettre les données. Le navigateur, de son côté, reçoit ces informations en temps réel et met à jour l'affichage grâce à la fonction onMessage du script JavaScript qui est intégré à ce code. C'est un excellent exemple de la puissance de WebSocket. Il permet une communication en temps réel, fluide et persistante. Ce comportement illustre parfaitement la capacité de WebSocket à gérer des communications asynchrones et réactives. Nous allons maintenant passer dans l'explication de notre code. Avant de passer à l'explication détaillée du code, je voudrais rappeler que dans les prochains tutoriels, nous ne reviendrons pas systématiquement sur des notions déjà expliquées, comme la mise en place du Wi-Fi. À la place, nous fournirons les liens vers les tutoriels dédiés pour ceux qui souhaitent approfondir ces bases.
Cela nous permettra de réduire la durée des vidéos et de nous concentrer sur des sujets plus avancés, directement d'ailleurs liés au thème du tutoriel. Cependant, cette fois-ci, nous allons devoir revenir sur la gestion du Wi-Fi et sur les bibliothèques utilisées. En effet, nous allons introduire une nouvelle bibliothèque qui n'a pas été encore abordée dans nos tutoriels. C'est WebSocket Server. Une bibliothèque essentielle pour piloter l'ESP32 avec des fonctionnalités avancées, comme les WebSockets. Alors, nous allons commencer par détailler la bibliothèque incluse dans notre code, et voyons d'abord comment la bibliothèque Wi-Fi est mise en œuvre dans notre projet. Alors, cette ligne prépare notre programme à interagir avec le module Wi-Fi de l'ESP32. En établissant une connexion réseau, nous posons les bases pour permettre des échanges de données sans fil, un élément quand même important pour ce type d'application. Une fois la connexion réseau établie, nous pouvons aller plus loin en intégrant les services qui exploitent ce réseau, comme un serveur web. Alors, justement, cette ligne introduit la bibliothèque Web Server, qui nous permet de créer donc un serveur HTTP simple et fonctionnel sur le SP32. Ce serveur pourra répondre à des requêtes HTTP pour fournir des pages web, collecter des données utilisateurs ou fournir une interface d'interaction. Avec ce module, nous transformons le SP32 en un véritable point d'accès aux fonctionnalités de notre application. Bien que le serveur HTTP soit utile pour ses interactions classiques, certaines applications nécessitent un échange de données en temps réel, sans latence perceptible. Pour cela, nous passons donc au WebSocket. En incluant la bibliothèque WebSocket Server, nous donnons à notre programme la capacité d'établir une communication bidirectionnelle en temps réel. Les WebSockets permettent de maintenir une connexion ouverte entre le client et le serveur, ce qui est idéal pour les mises à jour dynamiques. Par exemple, un capteur qui envoie des données en continu, ou des interactions directes, comme le contrôle d'un robot. Au final, ces trois lignes forment les bases d'une architecture IoT robuste. La première ligne s'assure que le SP32 est capable de se connecter au réseau, et les deux suivantes construisent des services pour exploiter cette connectivité. Un serveur HTTP pour les interactions standards et un serveur WebSocket pour les échanges rapides en temps réel. Ensemble, elles posent les fondations pour une application connectée, performante et flexible. Après avoir inclus les bibliothèques nécessaires pour gérer le Wi-Fi et les serveurs, nous devons configurer les informations qui permettront à notre SP32 de se connecter au réseau. Cette étape est essentielle pour établir la communication avec les différents services que nous allons mettre en place. Pour permettre à notre SP32 de se connecter au réseau Wi-Fi, nous devons spécifier les informations nécessaires à cette connexion. La première étape consiste donc à définir le nom du réseau, aussi appelé SSID. Et donc, après avoir défini le nom du réseau avec la variable SSID, il est tout aussi essentiel de fournir le mot de passe qui permettra à l'ESP32 de s'authentifier auprès du réseau. C'est ici qu'intervient donc la ligne suivante. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Lors de l'appel à une fonction comme wifi.begin, le microcontrôleur utilise ces deux informations, donc SSID et mot de passe, pour établir une connexion sécurisée avec le réseau cible. Une fois les informations de connexion configurées, donc le SSID et le mot de passe, nous pouvons tirer parti de la connexion Wi-Fi pour mettre en place des services interactifs. Le premier de ces services est un serveur HTTP que nous initialisons avec la ligne suivante. Et dans cette déclaration, WebServer est une classe fournie par la bibliothèque WebServer, qui permet de créer donc un serveur HTTP capable de répondre aux requêtes envoyées par des clients, comme un navigateur web. Et donc cette ligne crée un serveur appelé serveur, qui écoutera les requêtes sur le port 80, le port standard pour les communications HTTP. Après avoir configuré un serveur HTTP pour répondre à des requêtes classiques, nous ajoutons un deuxième service qui va nous permettre des communications en temps réel. C'est ce que nous faisons avec la ligne suivante. Dans cette ligne, WebSocket Server est une classe provenant de la bibliothèque associée. Elle permet de gérer des connexions WebSocket. WebSocket est le nom de l'instance que nous créons pour ce serveur, et le port 81 est celui sur lequel il écoutera les connexions. Ce choix de port permet de distinguer ce serveur du serveur HTTP, qui lui fonctionne sur le port 80. Alors son rôle dans notre code ? Ce serveur WebSocket crée une connexion bidirectionnelle entre l'ESP32 et un client. Contrairement au serveur HTTP, où chaque requête nécessite une réponse séparée, le serveur WebSocket maintient une connexion active en permanence. Ça permet d'échanger des données en temps réel
et c'est idéal pour ce type d'application. Comme notre programme va utiliser un compteur qui s'incrémente à intervalles réguliers, il est essentiel de définir les variables qui permettront de gérer ce processus. Pour cela, nous utilisons une méthode basée sur un mécanisme de timing non bloquant, idéal pour éviter de ralentir l'exécution globale du programme. Nous allons déclarer les deux variables suivantes. La première enregistre le moment où la dernière incrémentation du compteur a été effectuée, et en plus elle est initialisée à 0. Ça marque le point de départ de notre chronométrage, et la seconde variable fixe la durée entre deux incrémentations, c'est-à-dire ici 1000 millisecondes, soit 1 seconde. En combinant ces variables avec la fonction milli, nous pouvons mesurer le temps écoulé depuis le début du programme et gérer les tâches périodiques sans bloquer l'exécution avec des fonctions comme délai par exemple. Ça garantit un bon fonctionnement, fluide et réactif pour l'ensemble du code. Après avoir configuré les variables nécessaires pour gérer le timing de notre compteur, nous devons maintenant déclarer la variable qui va stocker la valeur du compteur lui-même. Cette variable sera incrémentée à chaque intervalle défini. Tout d'abord, nous allons définir une variable entière en utilisant le type entier. Ensuite, nous devons lui attribuer un nom. Ce nom, compteur, a été choisi pour représenter clairement son rôle dans notre code, car il reflète explicitement sa fonction de compteur. Enfin, cette variable est initialisée à 0 afin de commencer le comptage à partir de ce point. Après avoir configuré les bases de notre programme avec les variables nécessaires et les serveurs, nous allons maintenant définir une page HTML qui sera servie par notre serveur HTTP. Cette page est stockée directement dans la mémoire flash de l'ESP32 pour optimiser l'utilisation des ressources. Cette structure sert à définir le contenu HTML ou JavaScript qui sera renvoyé par le serveur HTTP lors d'une requête. Ici, index.html contiendra la page web que les utilisateurs verront dans leur navigateur. Alors, pour que notre page web soit interprétée correctement par les navigateurs modernes, il est nécessaire de commencer par une déclaration spéciale. Cette étape garantit que le document sera conforme aux standards actuels et rendra le contenu de manière cohérente. Voici comment cela se fait. Cette ligne marque le point de départ de notre page HTML. Elle informe le navigateur que le contenu qui suit est écrit en HTML5, la version la plus moderne du langage HTML. Cela garantit un rendu cohérent et une compatibilité avec les fonctionnalités modernes du HTML5, telles que l'utilisation des balises simplifiées, l'intégration native de contenus multimédia et des optimisations qui améliorent les performances des applications interactives. Pensez à cette déclaration comme un signal donné au navigateur lui disant « Voici un document conforme aux normes les plus récentes ». Sans cette directive, le navigateur pourrait activer un mode de compatibilité, risquant d'afficher le contenu de manière complètement imprévisible. Après avoir défini la déclaration d'optype pour indiquer que notre document utilise HTML5, nous passons à la structure principale de la page. Celle-ci commence par ces deux lignes. Ces éléments servent à organiser le contenu de la page et ses métadonnées. HTML, qui encapsule tout le contenu de la page web, c'est la racine du document, et tout le contenu doit être placé à l'intérieur de cette balise. Elle est indispensable pour respecter la structure d'un document HTML. Ensuite, nous avons cette balise, et cette section est utilisée pour définir des métadonnées et inclure des ressources nécessaires à la page, comme le titre de la page, les liens vers les fichiers CSS ou JavaScript, et les déclarations de caractères. Une fois la structure de base de la page définie avec les lignes que nous venons d'étudier, il est important de configurer certaines propriétés essentielles pour le document. L'une des premières choses à faire est de définir l'encodage des caractères utilisés dans la page. En configurant l'encodage à UTF-8, nous nous assurons que tous les textes, y compris les caractères accentués, les symboles spéciaux ou même les alphabets non latins, s'afficheront correctement, quelle que soit la langue ou le système de l'utilisateur. Après avoir exploré donc la ligne UTF-8, concentrons-nous sur la ligne suivante. Cette fois, il s'agit du titre de la page HTML, essentiel pour la navigation et l'identification de son contenu. Dans notre projet, cette ligne sert à définir le titre de la page web. Ce titre est visible dans l'onglet du navigateur et aide les utilisateurs à comprendre rapidement l'objectif de la page. Après avoir exploré des éléments de la section aide, comme l'encodage UTF-8 ou le titre de la page, intéressons-nous maintenant à la ligne qui marque la fin de cette section. Bien qu'elle semble anodine,
Cette balise joue un rôle fondamental dans la structuration du document HTML. Cette ligne indique au navigateur que la section des métadonnées définie par head est terminée. Tout ce qui suit cette balise appartient à la section body, qui contient le contenu visible et interactif de la page. Cette balise joue un rôle discret mais essentiel pour la bonne interprétation de la page par le navigateur. En structurant clairement le document HTML, elle permet une séparation nette entre les informations descriptives, comme le titre, l'encodage ou les liens vers les fichiers externes, et le contenu principal. Cela contribue en fait à un rendu fiable et sans ambiguïté, garantissant une interface utilisateur fonctionnelle et bien organisée. Après avoir clôturé la section Head, qui contient les métadonnées essentielles pour configurer et structurer la page web, nous entrons maintenant dans le cœur même de la page, le corps du document. C'est ici que tout le contenu interactif et visible pour l'utilisateur est défini. Dans notre projet, la ligne suivante ouvre la section principale de la page web. C'est dans ce corps du document que tout le contenu visible, tel que le texte, donc valeur du compteur, et la mise à jour dynamique de cette valeur, est défini. Cette section est essentielle pour présenter une interface utilisateur fonctionnelle et intuitive. En encapsulant tout ce que l'utilisateur voit et utilise, cette balise agit comme le conteneur principal des éléments interactifs. Par exemple, le script JavaScript contenu dans la page agit directement sur les éléments définis dans cette section. Ainsi, la ligne body représente la base où le contenu statique et les données dynamiques coexistent. Et après avoir défini la structure du corps de la page avec body, passons à l'un des éléments qui guide l'utilisateur, le titre principal. Nous avons cette ligne qui affiche le titre principal de la page. Ce titre, rendu en caractères larges et gras, attire immédiatement l'attention de l'utilisateur et lui indique clairement qu'il s'agit d'une page dédiée à l'affichage dynamique de la valeur d'un compteur. Cette balise n'a pas seulement une fonction esthétique, elle aide également à structurer le contenu de la page de manière hiérarchique. Les navigateurs et les outils d'accessibilité considèrent d'ailleurs les balises H1 comme la référence pour déterminer le sujet principal de la page. Après avoir introduit le titre principal de la page, nous passons à un élément central de notre projet. Eh bien, c'est le conteneur, où la valeur du compteur sera affichée et mise à jour dynamiquement. Ce conteneur joue un rôle essentiel dans l'expérience utilisateur, car il est conçu pour refléter en temps réel les données transmises par le serveur WebSocket. Initialement, il affiche une valeur par défaut, le chiffre 0, symbolisant l'état du départ du compteur. Ce chiffre n'est pas statique. À chaque nouvelle donnée envoyée par le serveur WebSocket, un script JavaScript met à jour automatiquement le contenu de ce conteneur en remplaçant la valeur existante. L'identification unique de ce conteneur via son attribut ID permet au JavaScript de le cibler précisément pour effectuer donc cette mise à jour. Après avoir défini les éléments visibles de la page, nous intégrons maintenant l'un des composants les plus interactifs et dynamiques de notre projet. C'est la section JavaScript qui est encapsulée dans la balise de script. C'est ici que réside la logique qui rend la page web vivante. La balise script permet au navigateur d'exécuter du code qui réagit aux données reçues, gère les interactions avec les utilisateurs et met à jour l'interface en conséquence. Dans le cadre de notre projet ESP32, WebSocket Compteur. Cette section est essentielle pour connecter la page au serveur ESP32 via un protocole WebSocket. Elle est responsable de l'écoute des messages transmis en temps réel et de l'actualisation du compteur affiché sur la page. Grâce à cette logique embarquée, la page devient un pont entre l'utilisateur et le serveur. Une fois l'interface en place, il est important de connecter cette interface aux données dynamiques du serveur ESP32. La fonction init WebSocket joue ici un rôle important en établissant cette communication bidirectionnelle, en initiant la connexion et en définissant les comportements associés aux événements, ouverture, réception des messages, fermeture. Cette fonction assure un lien fluide entre le serveur et la page web. C'est grâce à ce mécanisme que la valeur du compteur peut être envoyée en temps réel, traitée et affichée instantanément dans l'interface utilisateur. En orchestrant ces échanges, init WebSocket est un élément central qui transforme en fait la page en une application réactive et interactive. Une fois la tentative de connexion au WebSocket initiée, il est essentiel de s'assurer que le canal de communication est ouvert avant de procéder aux échanges de données. La fonction onOpen
remplit ce rôle en détectant l'établissement réussi de la connexion. En affichant un message dans la console du navigateur, elle informe le développeur ou l'utilisateur que la connexion est opérationnelle et que la page est prête à interagir avec le serveur ESP32. Cette étape garantit que la mise à jour dynamique du compteur peut commencer sans interruption ni erreur. Dans une application utilisant les WebSockets, il est essentiel de gérer les interruptions de connexion. La fonction onClose répond à ce besoin en détectant la fermeture de la connexion et en déclenchant une tentative de reconnexion automatique. En affichant un message de diagnostic dans la console et en programmant une nouvelle initialisation de WebSocket, elle assure une communication continue avec le serveur de l'ESP32. Même en cas de coupure temporaire d'ailleurs. Et grâce à cette approche préventive, l'application reste fonctionnelle et résiliente. Dans une application interactive utilisant des WebSockets, il est essentiel de garantir que les données envoyées par le serveur soient affichées de manière précise et instantanée sur l'interface utilisateur. La fonction onMessage répond à ce besoin en interceptant chaque message envoyé par le serveur ESP32. Ces messages contiennent la nouvelle valeur du compteur, encapsulée dans l'objet Event et accessible via event.data. Après avoir donc défini les éléments interactifs et dynamiques de la page, il est essentiel de bien terminer la structure HTML du document. Les balises de fermeture comme /script, /body, /html indiquent au navigateur que le contenu et la logique de la page sont complets et prêts à être affichés. Il nous reste enfin une syntaxe particulière qui permet au serveur de l'ESP32 d'envoyer cette page sans erreur au client. Ces éléments, bien qu'ils ne soient pas visibles pour l'utilisateur, jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'application. En fermant correctement chaque partie de la page, notre projet garantit une compatibilité avec les navigateurs. Alors, lorsque l'utilisateur accède à l'adresse principale du serveur ESP32 via son navigateur, il est essentiel qu'il reçoive immédiatement une interface claire et fonctionnelle. La fonction gère page racine permet d'envoyer cette interface HTML définie dans l'index HTML. En utilisant la méthode optimisée server.send, le contenu est transmis directement depuis la mémoire flash, garantissant une utilisation efficace des ressources. Cette fonction établit le lien initial entre le serveur ESP32 et le client, fournissant ainsi la base nécessaire pour les interactions dynamiques à venir, comme la mise à jour en temps réel de la valeur du compteur. Alors, dans cette communication WebSocket, les événements tels que les connexions ou les réceptions de messages doivent être traités pour garantir une interaction entre le client et le serveur. Cette fonction remplit ce rôle en utilisant une structure conditionnelle pour analyser le type d'événement détecté. Elle surveille les connexions et déconnexions des clients tout en offrant une base pour gérer les messages reçus. Cette architecture rend le serveur WebSocket flexible et extensible, permettant d'ajouter facilement des fonctionnalités comme la gestion des commandes ou des interactions plus avancées avec des clients connectés. Lorsqu'un programme démarre sur un microcontrôleur, il est important d'assurer une communication stable pour le débogage ou le suivi des étapes d'exécution. L'instruction serial.begin initialise cette communication série configurant l'ESP32 pour transmettre des données à une vitesse rapide et fiable. Après avoir assuré donc la communication série pour surveiller l'état du programme et déboguer les premières étapes de l'exécution, il est temps de connecter le ESP32 au réseau Wi-Fi. Cette connexion est une étape essentielle pour permettre au microcontrôleur de remplir ses fonctions principales, comme l'hébergement d'un serveur ou la gestion des WebSockets. Une fois la connexion Wi-Fi établie, il est essentiel de confirmer son succès et de fournir à l'utilisateur une information clé, l'adresse IP de l'ESP32. Les lignes suivantes affichent un message clair dans le moniteur série pour indiquer que la connexion a réussi. Elle affiche également l'adresse IP obtenue par le ESP32 grâce à la méthode wifi.localIP. Cette adresse IP servira de point d'accès pour les clients qui souhaitent interagir avec le serveur hébergé sur le ESP32, comme pour accéder à la page HTML qui affiche la valeur du compteur en temps réel. Alors ce retour visuel joue un rôle important pour s'assurer que le réseau est prêt à accueillir les futures interactions. Une fois la connexion Wi-Fi établie et l'adresse IP attribuée, il est temps de préparer le serveur HTTP pour permettre au client d'accéder à l'interface utilisateur. La ligne server.one associe la racine du serveur, / à la fonction qui renvoie à la page HTML principale.
Cette route garantit que lorsque le navigateur envoie une requête à l'adresse IP de l'ESP32, il reçoit en réponse la page qui affiche le compteur dynamique. Ensuite, la ligne serveur.begin démarre le serveur et le met en écoute des requêtes entrantes. À partir de cet instant, l'ESP32 devient accessible au client, prêt à servir la page HTML initiale et gérer les interactions futures. Ces deux lignes établissent donc les fondations nécessaires pour les échanges entre l'utilisateur et le serveur. Nous passons ensuite à ces deux lignes, et en démarrant le serveur WebSocket, il est essentiel de garantir que toutes les configurations nécessaires soient effectuées dans le bon ordre, pour éviter des comportements imprévus. La ligne WebSocket.begin doit toujours être appelée en premier, car elle initialise le serveur WebSocket, le rendant prêt à écouter et à gérer les connexions entrantes. Sans cette étape préalable, le serveur ne pourrait pas capturer ou traiter les événements, rendant donc la configuration des événements comme WebSocket.onEven inutile. La seconde ligne vient compléter cette préparation en associant une fonction de gestion des événements au serveur actif. En pratique, cela permet de spécifier la manière dont le serveur réagit aux différentes interactions des clients, comme une connexion, une déconnexion ou la réception de messages textes. Cet ordre, où l'on commence par démarrer le serveur avant de configurer ses comportements, est non seulement logique, mais également nécessaire pour garantir que les événements sont traités sur un serveur pleinement fonctionnel. Démarrer avant de configurer est une règle de base, tout comme on met un appareil sous tension avant d'interagir avec lui. Ça paraît quand même relativement logique. Alors ces deux lignes assurent que le serveur WebSocket fonctionne efficacement en rendant possible une communication bidirectionnelle en temps réel, qui est un élément clé de notre projet d'ailleurs. Elle démontre également l'importance d'un ordre précis dans le code pour éviter tout dysfonctionnement. Après avoir configuré les bases du serveur HTTP et WebSocket, la fonction loop assure la gestion contenue des interactions entre le SP32 et ses clients. Le serveur HTTP joue un rôle fondamental dans la phase initiale car il permet au client, souvent au navigateur, de récupérer la page HTML contenant l'interface utilisateur. Cette interaction se produit grâce à la méthode server.handleClient, qui traite les requêtes HTTP entrantes et répond au client. Une fois la page HTML chargée, le rôle de WebSocket prend le relais. Contrairement au HTTP où les données ne sont transmises qu'en réponse à une requête de client, le WebSocket permet une communication bidirectionnelle constante entre le serveur de l'ESP32 et les clients connectés. Ça signifie que le ESP32 peut envoyer des mises à jour en temps réel, comme la valeur du compteur, directement au client sans attendre une action de leur part. La méthode WebSocket.loop maintient cette connexion active et traite les événements comme l'envoi de messages ou la détection de nouvelles connexions. Nous voilà arrivés enfin à la fin de ce tutoriel sur le SP32 et la gestion des serveurs HTTP et WebSocket. L'objectif de ce projet est de fournir une base solide pour comprendre les concepts clés tout en créant une application pratique, que ce soit pour des projets d'affichage de données, de domotique ou d'autres interactions en temps réel. Les outils que nous avons mis en place ici vous seront utiles pour de nombreux scénarios. Alors si ce tutoriel vous a été utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Pensez également à cocher la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un j'aime si ce contenu vous a plu, ainsi qu'un commentaire pour partager vos impressions ou poser éventuellement vos questions. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet ou une nouvelle découverte technologique d'ailleurs. Merci encore et bon code à tous et au revoir.